Eh ben, bonjour à tous, bienvenue à ce troisième et dernier webinaire Adoptae, donc pour les conseillers, donc axé sur les couverts végétaux. Et cette fois, on va parler des idées reçues sur les couverts végétaux pour voir du coup quelles réponses apporter aux agriculteurs. Donc moi, je me présente, je suis Céline Vachon, je suis la copilote du projet Adoptae. Donc je suis à la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et donc le webinaire est organisé dans le cadre du projet Adoptae, donc qui est un projet je suis allée un peu trop vite, qui est un projet axé sur la démultiplication des couverts végétaux, parce que l'acronyme d'Adoptae, c'est pour accompagner la démultiplication de pratiques agroécologiques éprouvées. Donc on s'est axé sur deux filières, les deux filières principales des deux régions concernées par le projet, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc les deux filières, c'est grande culture, polyculture, élevage et viticulture. Vous êtes quand même certains de connectés qui ne sont pas sur ces deux filières, parce que les couverts végétaux, on retrouve pas mal d'éléments, on les retrouve sur toutes les filières. Nous, on va présenter quand même essentiellement des éléments en lien avec ces deux filières-là. Voilà, donc on vous laisse faire le lien pour vous. Le projet en fait s'est déployé pendant 3 ans et donc se termine en décembre. Donc on s'est déployé sur 7 zones, 3 zones vignes et 4 zones grande culture. L'idée c'était d'avoir un maximum de contextes pédoclimatiques et historiques différents au regard des couverts. Voilà, et donc il y a eu plusieurs actions qui ont été réalisées sur les zones. Vous pouvez retrouver ça sur la page du projet Adoptae, donc qui est marquée là-haut et que je pense que voilà, Anne-Gaëlle va remettre dans la conversation. Et un petit point juste sur le projet. Le projet, en fait, a rassemblé une trentaine de structures issues de différents réseaux. Donc, vous avez, je ne vais pas tous les citer, hein. Et l'idée du projet, vraiment, les enjeux, c'était de co-construire ensemble des feuilles de route adaptées aux enjeux locaux de chaque territoire pour déployer les couverts végétaux. Voilà, donc avec des plans d'action adaptés à chaque zone. Et donc, on avait 3 axes de travail, dont un qui nous rassemble aujourd'hui, c'est celui sur la montée en compétences méthodologiques et agronomiques des conseillers. Et puis, on a eu un axe de déploiement d'action terrain et un autre axe d'évaluation de l'adoption des couverts en début et fin de projet. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur l'échange entre pairs, et puis l'accompagnement, la valorisation de travaux déjà réalisés. Et puis voilà, donc on a fait pas mal d'actions pour les conseillers. Donc, notamment l'organisation de webinaires comme celui-ci. Là, c'est le dernier, du coup. Donc, on a eu 3 cycles de webinaires que vous pouvez retrouver donc, sur la page du projet. Il y a une page spécifique avec les webinaires, les replays et les documents. Il y a eu des rencontres en présentiel parlant couverts végétaux. Vous pouvez retrouver aussi des éléments sur la page du projet si vous n'avez pas pu y assister. Et puis, des ateliers visio. On a aussi produit des recueils méthodes pour les conseillers. Voilà, donc tout ça à retrouver sur la page du projet, donc dans la partie notamment premier livrable, mais aussi dans les autres parties détaillées sur chaque type d'action. Et pour la partie terrain, donc on a eu des journées techniques avec à chaque fois des livrets du participant que vous pouvez retrouver aussi pareil sur la page du projet. Puis il y a eu des formations, un recueil de témoignages d'agriculteurs qui ont mis en place des couverts, un jeu sérieux. Donc vous pouvez retrouver les éléments du jeu à imprimer vous-même en ligne, donc dans la partie livrable, là ici. Et sinon, vous avez des boîtes de jeux toutes prêtes si vous ne voulez pas faire du découpage et avoir justement tous les pions, les dés, que ce soit facilement accessible. Donc, il suffit d'envoyer dans ce cas-là un mail pour commander une boîte à hauteur de 100 euros. Voilà, et on a fait aussi un kit pédagogique. Enfin, vous retrouverez tout ça sur la page du projet. Donc, voilà l'ensemble des livrables. Là, je les ai cités, donc je ne vais pas m'appesantir. Et donc, il y en a un prochain qui va arriver, qui est du coup dédié aux idées reçues. Donc, c'est un guide qui paraîtra donc en décembre, qui sera axé sur 11 idées reçues, avec des repères, des exemples en grande culture et viticulture dans un contexte sud-ouest. Voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas traiter toutes les idées qui seront présentées dans ce guide. On va en traiter 6. Avec d'abord une petite introduction par Anne-Gaëlle Kabelgen sur comment on adapte sa posture de conseiller quand un agriculteur nous donne une idée reçue, a une idée reçue sur les couverts, comment réagir. Et après, on va faire un petit point, donc à chaque fois un échange autour de 6 idées reçues. Un couvert, ça coûte cher. Les couverts, ça ne pousse pas quand il fait sec. Les couverts, ça ne remplace pas un bon engrais. Le couvert, un super décompacteur. En vigne, couvert spontané ou semé, au final, c'est pareil. Et un couvert, ça limite les adventices. Donc, à chaque fois, il y aura 5-6 minutes de présentation et puis ensuite un temps de questions et de réponses. Alors, l'idée, on n'est pas là pour faire une présentation scientifique. Je préfère préciser. On est là vraiment pour vous donner les points clés, les éléments vraiment à retenir par rapport à chaque idée reçue.
Et après, bien sûr, au moment des questions, vous pourrez justement poser un peu plus de questions sur les ressources, voilà, sur ce quoi on s'est basé pour proposer ces éléments-là. Voilà, donc je vous l'ai dit, à chaque fois, à chaque présentation, il y aura un petit temps de questions-réponses. Vous pouvez saisir vos questions donc, dans la conversation directement. On fera aussi quelques sondages en direct, pas forcément beaucoup. Et puis, bien sûr, le webinaire est enregistré pour permettre son replay. Voilà, donc pour tout de suite, pour savoir un petit peu d'où vous êtes, puisque effectivement, on vous l'a demandé à l'inscription, mais entre ceux qui sont présents et ceux qui sont inscrits, il y a toujours un petit décalage. Donc, un premier sondage pour savoir de quelle question vous êtes, de quelle région vous êtes, excusez-moi. Donc, normalement, ça s'affiche sur votre écran. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi le sondage en langue qui s'affiche dans la conversation et qui vous permet aussi de voir directement les réponses. Voilà. Donc, répondre, effectivement. Donc, au moment de l'inscription, on avait quand même une majorité de participants du Sud-Ouest, mais aussi pas mal d'autres régions. Donc là, on retrouve ça avec, on va dire, un gros wagon en Nouvelle-Aquitaine, presque la moitié. Et puis après, à peu près un cinquième d'Occitanie. Et, enfin bon, ça évolue encore. Et un tiers d'autres régions. Voilà, donc j'espère que pour les autres régions, effectivement, que vous retrouvez. À vous de piocher les éléments qui peuvent vous concerner. Je pense que beaucoup sont valables de manière, sur toute région. Et du coup, je vais vous lancer le deuxième sondage pour savoir justement sur quelle filière vous êtes. Voilà, donc effectivement, une majorité de grandes cultures, polyculturage et de viticulture, ce qui est logique, parce que c'est les deux filières qui sont ciblées prioritairement par le projet. Et enfin, dernier petit sondage pour savoir un petit peu où vous en êtes. Niveau de connaissance sur les couverts végétaux. Du coup, je vous propose de démarrer les interventions. Anne-Gaëlle, je te laisse te présenter et prendre la suite. Oui, donc Anne-Gaëlle Cabellienne, je travaille chez Tram, je suis chargée de mission transition agroécologique et climatique et également formatrice à destination des animateurs et des conseillers. Donc là, je vous ai juste préparé 2 slides pour faire une petite introduction sur qu'est-ce qu'une idée reçue et comment finalement on peut essayer d'adapter sa posture d'animateur et conseiller. Donc voilà, pour rappel, une idée reçue, c'est souvent une idée qui est faite d'avance et qui a généralement quand même grosse tendance à être fausse. Et elle va pousser finalement la personne qui a cette idée reçue à l'inaction. On peut le retrouver dans différents domaines, hein. Par exemple, le changement climatique, si on pense qu'il n'y a pas de changement climatique, ça va pousser à ne pas adapter ses pratiques, ou en tout cas à ne pas s'adapter à ce qu'on peut vivre, et du coup entraîner par la suite des petits problèmes logistiques sur l'exploitation. Faut se rappeler qu'en fait, une idée, ça représente vraiment une vision, une certaine vision, un certain angle de quelqu'un sur quelque chose. Donc finalement, cette idée et la vision qu'on en a peut différer selon les personnes. Et le fait d'avoir une idée reçue, c'est qu'elle est vraiment ancrée avec, comme je vous l'ai dit, cette tendance à plutôt être fausse. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de passer du je sais à je crois. Puisque quand on sait, on est convaincu, c'est pas forcément vrai, mais plutôt de partir vers un je crois et puis après confirmer cette idée par des ressources ou des compléments en s'appuyant sur des experts. Tu peux passer, Céline. Pour la posture et l'accompagnement de l'animateur et du technicien par rapport à un agriculteur qui aurait cette idée reçue plutôt négative, la première grande compétence à avoir, c'est l'écoute active. Donc l'écoute active, pour rappel, parce qu'on a déjà un petit peu parlé dans certains webinaires, c'est ne pas interrompre, de pouvoir reformuler pour que la personne se sente écoutée, entendue et être sûre qu'on a bien compris et qu'on n'a pas surinterprété ce qu'elle partage. Et ensuite de poser des questions ouvertes pour que la personne vraiment se sente en confiance et puisse échanger même si les points de vue sont différents.
En tant que posture, l'idée c'est quand même de rester calme, factuel, même si la personne en face n'a pas du tout la même vision que nous. L'idée, ça va être de se baser en fait sur nous en tant qu'animateurs ou conseillers, sur des ressources qui sont fiables pour illustrer nos propos. Donc ça peut être des études, ça peut être des expérimentations qui ont été faites par des collectifs agricoles, et surtout ne pas rentrer dans l'affrontement, parce que finalement, si on rentre dans l'affrontement, ça peut braquer la personne et clairement le débat sera inutile et plutôt infertile. La troisième étape, ça va être de mettre en lumière les contradictions, c'est-à-dire la personne va illustrer finalement ses propos, son idée reçue avec des exemples. Et là, l'idée, c'est de proposer des contre-exemples, peut-être en partageant des retours d'expérience d'agriculteurs et d'agricultrices voisins qui ont en tout cas mis en place la pratique et qui peuvent avoir de bons résultats, ou comme je vous le disais, en s'appuyant et en se basant sur des études faites par des centres techniques ou des centres de recherche. Et la dernière, qui est très importante, c'est de savoir lâcher prise, ce qui n'est pas toujours hyper évident. Mais voilà, il faut accepter qu'on ne peut pas convaincre toujours, que le chemin du changement, il est personnel et parfois très long. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chaque échange où avec la personne, vous lui amenez des références, des contre-exemples, de l'information, finalement, ça va semer des graines dans sa tête et qu'un jour, un jour, ça pourra germer et du coup, elle pourra changer son point de vue. Mais voilà, encore une fois, le changement, c'est personnel, c'est plus ou moins long chez les gens. Et l'idée, c'est pas finalement d'arriver avec cette mentalité du j'arrive, je vais faire changer d'avis, je veux gagner cette discussion, mais vraiment de se dire, OK, là, je vais créer un espace de dialogue où on va pouvoir discuter entre nous. Moi, je vais essayer de lui expliquer, de lui donner des arguments et des contre-exemples pour lui montrer vers où faut aller, mais voilà, faut pas y aller en mode je vais faire changer la personne parce que, encore une fois, ça peut la braquer. Et puis, le changement est vraiment personnel et individuel. Donc, si la personne n'est pas prête à changer son idée, n'est pas prête à changer tout court, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça va juste la braquer et l'agacer. Mais en tout cas, ça va pas lui permettre de changer. Voilà, c'était deux petites slides très rapides pour introduire. Et puis, je laisse du coup les intervenants et Céline enchaîner sur les exemples d'idées reçues. On n'a pas de questions dans la conversation, a priori, pour toi. Donc, sauf si quelqu'un en a une tout de suite. Sinon, on passe alors à la transition, effectivement, sur les idées reçues. Je vous propose un dernier sondage. En fait, l'idée, c'est de savoir un petit peu si vous avez déjà, vous, été confronté à des idées reçues, et si oui, auxquelles parmi alors, la liste. Donc, faites bien jouer l'ascenseur dans le sondage qui vous est envoyé. Vous pouvez en cocher plusieurs. Et puis, si vous n'avez pas été confronté à ces idées-là, mais à une autre, il y a la avant-dernière case que vous pouvez cocher. Voilà, et si vous n'avez pas encore été confronté à une idée reçue sur les couverts, eh ben, cochez la dernière petite phrase. Voilà. Donc, si ça marche bien pour vous, ce qui n'est pas le cas pour moi, vous devez voir les résultats dans la conversation. Donc, on a effectivement les trois premières qui ressortent. Et il y a les couverts, ça favorise les limaces aussi, qui est pas mal ressorti. Anne-Gaëlle, je ne sais pas si tu vois mieux que moi les résultats. Si Si, tu mais c'est veux. ça, t'as raison, c'est couvert, ça coûte cher. Ensuite, ça pousse pas quand c'est sec. Donc là, c'est vraiment les deux premiers qui sont vraiment en tête. Et après, on a Les limaces, ouais, les couverts, juste ça après. favorise les limaces, ouais. Ouais, ok. Et donc, il y a quelqu'un qui a précisé, les couverts sont difficiles à réussir en sol argileux. Mm. J'imagine que enfin, voilà, c'est l'idée reçue qui n'avait pas été Ouais. notée. Oui, oui, oui. On va très bien. Eh ben, du coup, on va commencer par un couvert, ça coûte cher, justement. Une des idées, la première idée reçue que vous avez relevée, avec Mathieu et Paul. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Mathieu Pépin, je suis le responsable technique de Neolis, un négoce basé en Poitou-Charentes, donc sur la Vienne, de Sèvres, Charente. Est-ce qu'on laisse Paul se présenter tout de suite Ouais. ou pas? Ouais, vas-y. Du coup, Paul Labzinski. Donc moi, je travaille chez RAGT dans le service conseil innovation développement. Donc RAGT, c'est un négoce qui est basé dans le sud-ouest, sur l'Aveyron, le Tarn, la Lozère et un peu l'Aude. Tout pour moi. Donc effectivement, souvent la première remarque qu'on entend par rapport au couvert, c'est que ça coûte cher. Alors oui, ça peut,
coûter cher, mais ça peut surtout rapporter gros. Et moi, ce que j'aime bien, c'est considérer en fait le couvert comme une culture à part entière. Et si on arrive à faire passer ce message auprès des agriculteurs, ben là, ils verront plus comme une contrainte réglementaire et du travail supplémentaire, mais ils verront au fur et à mesure les bienfaits que peuvent apporter justement ce couvert. Et même si les services rendus sont difficiles à chiffrer, parce que c'est vrai que ça dépend des conditions de semis, des conditions météo, on va avoir une année sur l'autre un développement du couvert différent, mais il faut voir ça en fait comme un investissement et non comme une charge. Et c'est vrai que en fait ce couvert, ça va permettre d'améliorer le sol, de limiter les pollutions, de soutenir la production, favoriser la biodiversité et participer à la régulation des bioagresseurs. Je rentre pas trop dans les détails puisque l'idée c'est qu'on a beaucoup de sujets à aborder et on pourra en revenir dans les questions si vous voulez par la suite. Et donc un couvert, ça varie. En fait, on parle de prix et donc c'est vrai que suivant les semences utilisées et l'itinéraire technique mis en œuvre, ça va varier fortement. Donc on va s'intéresser plutôt ici au prix des semences avec quelques exemples par la suite. Mais dans l'idée, en fait, c'est qu'il faut anticiper le choix de son couvert et l'adapter à son contexte. Si vous voulez semer en plein été des espèces qui vont se développer en plein hiver, là, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'en fait, suivant l'interculture choisie et la culture suivante, on va choisir des espèces qui vont pouvoir se développer et produire une biomasse intéressante pour les bénéfices en fait qu'on recherche avec le couvert. Et surtout, on ne va pas prendre le couvert qui est à la mode, dont on entend parler partout. Et c'est se donner également les moyens de réussir le semis. Et ça passe par la préparation de sol ou pas, si on choisit de faire du semis direct, par exemple. Mais c'est pouvoir bien anticiper voilà, dans ces travaux afin de réussir ce couvert. Quelques exemples. Si on veut limiter l'érosion, eh ben, par exemple, on peut semer de l'avoine. Alors, on n'a pas précisé les espèces ici, mais ça pourrait être de l'avoine rude et du radis chinois. Et les tarifs que vous voyez affichés sont basés sur bah, un négoce en Nouvelle-Aquitaine pour avoir une comparaison précise, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des prix n'importe où sur Internet. Donc voilà, là, ça permet de faire une comparaison. Donc on serait sur 56 € par hectare, simplement en semences. Pour limiter un transfert d'azote, pourquoi pas utiliser une crucifère, de la moutarde blanche. Donc là, en pur, on va le mettre à peu près à 8 kg. Et là, on sera sur un coût quand même relativement faible, c'est-à-dire 20 € de l'hectare. Si on va aller chercher des éléments fertilisants grâce aux légumineuses, là, on va pouvoir utiliser par exemple de la févrole et de la veste en association, veste de Narbonne par exemple, donc 50 kg plus 10 kg, ce qui nous fera un budget d'environ 86 €. Et c'est vrai qu'on peut trouver d'autres intérêts au couvert, comme par exemple le pâturage ou même après faire de la méthanisation. Un exemple intéressant pour faire un pâturage, ça va être du seigle fourragé à 27 kg, du trèfle incarnat 4,5 kg et de la veste commune à 13,5 kg. Et ça, par contre, effectivement, on est sur un budget un peu plus important, c'est-à-dire environ 140 € de l'hectare. Et du coup, pour optimiser ces coûts, on a plusieurs façons de faire. C'est déjà d'anticiper ses commandes, de choisir les espèces qui sont adaptées. On peut aussi, là, c'est simplement des espèces qui ne sont pas cultivées en culture de rente, mais on peut choisir aussi, en fait, de l'orge ou du colza, de la semence fermière, ou autoproduire ces semences de couvert. Et pour la mécanisation, là, en fait, l'idée, c'est pas forcément d'investir dans du matériel pour semer ses couverts, c'est d'utiliser le matériel qui est sur place ou de voir avec des CUMA ou son voisin, mais ne pas multiplier les coûts pour que ça reste raisonnable au niveau des charges d'exploitation. Et je parle, je vais essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite, mais voilà, en fait, si on regarde une balance coût-bénéfice, alors vous avez sur la gauche la partie coût et sur la droite la partie bénéfice. Ben, en fait, quand on regarde la balance, je pense qu'il y a plus de bénéfices réellement que de coûts. Alors dans les coûts, effectivement, on a l'achat de semences, l'achat d'éventuels outils,
Les coûts d'itinéraire technique, hein, avec le gasoil, le temps, des actions peut-être supplémentaires par rapport à un sol qui serait resté nu durant l'hiver. Effectivement, donc du temps supplémentaire et potentiellement des anti-limaces. Et par contre, au niveau des bénéfices, c'est quand même favorable à la biodiversité. On améliore la structure du sol, on va limiter l'abattance et l'érosion, on améliore la structure et la vie du sol, on va limiter le transfert d'azote, donc c'est intéressant au niveau de la production. On va gagner en fertilisant parce qu'il y a certaines espèces de couverts qui vont pouvoir aller chercher en profondeur du phosphore, de la potasse ou d'autres éléments qui ne sont pas disponibles en fait pour la culture de rente. Grâce à la biofumigation, par exemple, eh ben, on va limiter les maladies et les ravageurs. Donc, biofumigation, on entend de tout ce qui est crucifère. Mais pour le piétin, pour d'autres choses aussi, on a des solutions. Le fait d'avoir un couvert bien développé, souvent, ben, on va limiter la pression adventice. Parce qu'en fait, on va empêcher les raies notamment de relever en grande culture. On va stocker du carbone, on va limiter les gaz à effet de serre. Ça peut faire pour l'élevage des fourrages supplémentaires et on peut même aussi les valoriser, ces couverts, ce qu'on appelle les cives, donc en méthanisation. Donc voilà, on a un coût, on a des bénéfices et après on peut même réussir à chiffrer les économies faites. C'est vrai que c'est encore difficile à chiffrer parce que chaque couvert va être différent, mais néanmoins, sur le long terme, on va avoir beaucoup de gains intéressants. Est-ce que je détaille cette partie-là ou j'ai déjà un petit peu dit? Je vais laisser la place à Paul et n'hésitez pas si voilà dans la petite conversation si vous avez des questions supplémentaires. Merci Mathieu. Donc on a vu que les couverts ça coûtait cher, mais ça peut aussi rapporter pas mal des bénéfices écosystémiques. Et moi j'aime bien prendre le parti, et si on fait rien, combien ça nous coûte? Donc là je vais parler simplement de l'érosion par ruissellement, donc hydrique, je vais pas parler d'éléments fertilisants qui pourraient s'ajouter aussi à la balance, quelque part. Donc bon, on se passe sur un secteur aveyronnais, donc on a un foncier à près 9 000 € l'hectare. Et l'idée, c'était de faire une expérience de pensée pour voir combien on perdait par ruissellement. Donc on s'est basé sur des chiffres nationaux sur une perte d'environ 2 tonnes de matière hectare par an, même si ces chiffres-là peuvent être pondérés en fonction des phénomènes de précipitation, de la fréquence et surtout de la quantité totale à l'année en millimètres. Donc on est parti sur un sol limoneux avec une densité de 1,35, donc globalement à l'hectare on est à 8100 tonnes sur un sol à 60 centimètres de profondeur. Donc là l'idée c'était de comparer qu'est-ce qui partait, combien ça coûtait. Donc là on était globalement presque sur 2,20 € par hectare sur sol nu. Donc quelque part c'est pas grand-chose, mais bon réparti sur des décennies, ça commence à faire aussi quelque part. Surtout que c'est le capital le plus pertinent qui part dans la rivière en fait, hein. Comme vous pouvez voir, c'est la rivière de l'Aveyron. Et donc en fait, quel est l'intérêt du couvert sur ces sols nus là? C'est en fait de réduire et d'améliorer un maximum le la pénétration de l'eau dans le sol et de réduire aussi par l'effet parapluie les effets de perte de sédiments. Donc d'après la biblio, on peut réduire en fonction du développement du couvert et des espèces choisies de presque 78% le ruissellement, donc qui nous fait passer une balance de 2,20 € à 49 centimes. Donc c'est peu, mais ça permet aussi de lever un peu la tête du guidon auprès des agriculteurs, leur expliquer que, bah, voilà, on perd quelque chose, même en faisant rien. Et des fois, on les voit en train de remonter la terre avec des pelles mécaniques et des allers-retours de benne. Alors ça se chiffre aussi quelque part. Donc voilà, l'inaction réduit le capital sol à petit feu. Eh ben, merci Mathieu et Paul. Voilà, donc c'était une présentation un peu succincte sur cette idée reçue. Alors il n'y a pas de questions pour l'instant dans la conversation, donc si vous en avez, on peut les prendre. Donc effectivement, hein, on l'a dit que le coût était assez variable. Alors on en a une qui vient d'arriver. Concernant la profondeur du sol, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer l'horaison de responsabilité de 35 cm? Donc là, c'est pour toi, Paul, du coup. Alors là, on a réfléchi à combien de profondeur de sol on prenait. Donc après, on a pris la moyenne qu'on pouvait retrouver. Après, c'est sûr que
L'érosion, elle est vraiment sur la première strate, hein, vraiment sur la couche arable. Mais bon, là, c'était vraiment plus pour un exemple et pas forcément rentrer dans les moteurs précis. Parce que, bon, bien évidemment, si on commence à parler de ruissellement, il y a des tonnes et des tonnes d'informations qu'on peut prendre en compte. Et en fonction des analyses et des endroits aussi où ça a été fait, donc les études, les référentiels pédoclimatiques, etc., on a des chiffres qui sont très, très variants. On peut aller de 2 tonnes jusqu'à 6 tonnes de pertes. Enfin, c'est assez variant. Là, l'idée, c'était de prendre des valeurs générales et moyennées surtout. Alors, donc dans la conversation, je vais répondre la réduction d'érosion hydrique de 78%. Donc, la ressource, c'est en fait dans le deuxième webinaire Adoptae. Il y avait une présentation de Monsieur Aletto qui avait donc dit, en moyenne, selon les études, voilà, il avait fait un petit peu une moyenne des différentes études. Ça permet une baisse de 78% du ruissellement. Voilà. Et donc, il y a eu une remarque aussi, donc pour toi, Paul, on pourrait aussi traduire cette perte de sol en centimètres et finalement en réserve utile. Ah bah totalement, ouais. Totalement. Surtout sur nos sols tarnais, où la réserve utile n'est pas très élevée et le labour un peu excessif. Ça s'entend, ouais, totalement. J'ai également une image en tête, peut-être que vous l'avez déjà vue. C'est une parcelle de forêt qui a été remise en culture et d'avoir en fait, alors peut-être remise en culture depuis une vingtaine d'années, de voir la différence de hauteur de sol. Donc en fait, la forêt, elle s'auto-alimente, elle rapporte ses feuilles. Enfin voilà, il y a de la vie, le sol n'est pas travaillé et il est tout le temps couvert. Et moi, ça m'avait choqué en fait de voir que à côté un sol nu, travaillé, compacté, ben en fait on peut perdre ouais, 20, 30, 40, 50 centimètres de hauteur, enfin de niveau de sol. Et donc ça veut bien dire que ben voilà, le sol s'en va. Donc mettre des couverts permet aussi de maintenir les éléments sur la parcelle. On peut même aussi regarder sur les parcelles où il y a des pylônes électriques. Donc aller au pied des pylônes et voir en fait où est le socle de béton par rapport au sol. En général, comme tu disais Mathieu, on est plus au bord des 30-40 centimètres en dessous qu'à fleur du plot de béton. Et ça, c'est un truc qui est assez marquable et palpable auprès des agriculteurs. Alors effectivement, dans le guide qui paraîtra en décembre, là, il y aura une fiche sur l'idée reçue sur le fait que les couverts, ça limite l'érosion. Donc on retrouvera effectivement les éléments présentés par Paul et un petit peu plus de détails. Et alors du coup, je vous propose de passer à l'idée reçue suivante. S'il y a d'autres questions sur la première, vous pouvez continuer à les mettre dans la conversation et Paul et Mathieu pourront y répondre directement. Donc maintenant, je donne la parole à Bruno sur l'idée reçue. Les couverts, ça ne pousse pas quand il fait sec. Je te laisse te présenter peut-être, Bruno. Alors, tu as ton micro qui est éteint, Bruno. C'est mieux avec le micro. C'est mieux. Donc, pour la deuxième idée reçue, les couverts, ça ne pousse pas quand il fait sec. Pour ma part, je suis Bruno Estanguet. Je suis sur le secteur Gers-Haute-Garonne, donc coopérative Val-de-Gascogne, Gers-Haute-Garonne, Piémont-Pyrénéen jusqu'au Lot-et-Garonne. Voilà. Donc, c'est bien, on a vu la première idée reçue la plus souvent, qui ressortait le plus souvent, c'était le couvert, ça coûte cher. Le deuxième, ça coûte pas, ça pousse pas quand il fait sec. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Alors c'est difficile, mais il y a quand même des intérêts clairement à implanter des couverts l'été. La première des choses, c'est l'effet parasol, hein. On parle de réchauffement climatique et d'impact de la température sur les sols, mais l'atténuation de la température de surface va être évidente. Il y a une protection contre les fortes chaleurs, hein. Ensuite, on a l'effet parapluie également. C'est la protection contre les précipitations excessives, l'été, l'orage. Les orages, souvent, qui peuvent être assez violents, ça peut permettre ce phénomène-là de protéger et à la fois aussi de limiter la battance et l'érosion, on vient d'en parler. Et également aussi, c'est un moyen d'avoir un soutien aussi à la production pour les éleveurs, parce que ça permet aussi de produire dans une période des fourrages qu'on valorisera pour le bétail et sur l'automne. Donc ça, c'est les trois premières choses. Les points clés, en fait, je crois qu'il faut mettre en place pour mettre les billes de son côté, c'est anticiper.
anticiper déjà au préalable, avant les moissons. C'est pour déjà aller constater quel est l'état physique et hydrique de mon sol avant la récolte de la culture. C'est essentiel. Savoir si ma parcelle, elle est propre ou pas. Voilà. Et de ça, quel est également aussi, quel est mon mode de semis. Savoir si je vais semer en semi-direct, si je veux semer en semi-direct ou en travail superficiel. Voilà. Et surtout également, avoir choisi aussi des espèces et des variétés qui puissent se lever quand il fait chaud. Et l'autre élément, c'est être prêt, donc les avoir sous la grange. Ça, évidemment. Il faut semer au bon moment derrière. Parce que si je ne sème pas au bon moment, évidemment que c'est difficile et on n'y arrive pas. Et il fait trop sec. Mais au cul de la batteuse, hein, pour rester poli, mais c'est vraiment cette expression qui ressort. Et j'aime à dire souvent, c'est dans les 4 jours qui suivent maximum. Pourquoi? Ben, parce qu'on garde un peu d'humidité au niveau de la moisson. Il y a encore une remontée d'humidité via les chaumes des blés et tout ça. Et on peut arriver à faire lever une bonne répartition des menus pailles avec une fauche haute du chaume, mais la répartition des menus pailles, la répartition des pailles broyées à l'arrière de la machine, c'est essentiel. Avoir une bonne profondeur de semis aussi, c'est-à-dire que je ne vais pas semer un sorgho à 1 cm ou 1,5 cm parce qu'il faut semer un sorgho à 1,5 cm. Je vais aller le semer dans la zone d'humidité du sol. Donc j'étais voir mon sol, comment il est, et je le mets à la bonne profondeur. Je suis capable de le mettre à 4-5 cm. S'il fait trop sec, ben, je ne fais rien. J'attends. Et j'attends une pluie qui sera efficace. Et sinon, après, je peux aussi décaler le semis pour plus tard dans la saison. C'est-à-dire, il ne faut pas vouloir semer à tout prix. Voilà. Donc, pour réussir quelque part, ben, il faut être prêt et ne pas faire souvent, c'est réussir. Parce que faire dans de mauvaises conditions, c'est sûrement remonter, se mettre en tête cette idée reçue. Ça pousse pas quand il fait sec et c'est difficile. Ici, vous avez un exemple de choses de terrain, hein. On peut facilement se louper, mais quand on n'a pas les bonnes semences, eh ben, ça pousse pas quand il fait sec. Vous l'avez sur l'image à gauche, hein. C'est semé exactement le même jour, le même semoir. La profondeur était bonne. L'humidité, c'était la même entre les deux, puisque ce sont des bandes. Et à côté, mais quand on a les bonnes semences, eh ben, ça pousse quand il fait sec. Donc on voit bien qu'entre les deux, le résultat, c'est la nuit et le jour. On avait du sorgho fourragé qui était vraiment adapté à droite, et on avait sur la gauche, on a eu des crucifères, des trèfles et des facélies qui en fait, elles n'ont pas levé ben, parce que il n'y avait pas suffisamment d'humidité, il faisait trop chaud, et c'est pas forcément les plantes qui s'y prêtaient le plus dans ces conditions-là. Donc ça, c'est quand même important. Et ensuite, sur le bon choix de l'espèce, donc, et le bon semis, en fait, c'est ce qui permet de réussir. Voilà. Il faut avoir cette sagesse-là. Ensuite, ici, un autre exemple qui arrive souvent, parce que ça pousse pas quand il fait sec, mais ça peut être lié aussi à d'autres phénomènes. Euh, Ici à gauche, dans la même parcelle, la partie de gauche était un semi-direct, ça n'a pas poussé, ou très peu. Et à droite, ça a été un travail du sol léger et ça a poussé, ça a poussé. On a un meilleur résultat. La différence entre les deux, c'est pas une notion d'eau. En fait, c'était une notion tout simplement de fertilité des sols. On a un sol qui est peu fertile, pas suffisamment fertile pour pousser mes semences dans une période où on est un peu limité une fertilité de surface. Par le travail du sol, j'ai amené faire entrer de l'air, amener de la fertilité et ça a fait lever beaucoup mieux mon couvert. Donc voilà. Alors, c'est un élément que je n'ai pas mis aussi dans tout ça. Donc la fertilité du sol est essentielle et le travail du sol sera la solution si on a des situations peu fertiles. Il y a également un élément que je n'ai pas mis en avant, ça a été aussi le roulage. J'ai omis de le noter, mais c'est l'indispensable à tout semis. Même quand il fait sec, même si j'ai un semoir direct, le roulage est un élément essentiel à la réussite de tous les semis. Je crois que je suis au bout de... Ça a été un peu rapide peut-être. Enfin, je ne sais pas si je n'ai le temps mis, mais j'attends vos questions à ce sujet-là. Eh ben oui, merci Bruno. Donc écoute, on n'a pas de questions dans la conversation pour l'instant, à moins qu'il y en ait une qui arrive. Euh, Alors voilà, en condition semi-directe, le semoir à dents pour les couverts d'été est-il préférable?
Alors, souvent, le semoir à dents, alors, il passe des fois mieux dans les résidus de culture. Et le fait de travailler un petit peu la terre sur la ligne de semis va amener de la fertilité automatiquement, puisque ça à peine un peu travailler, donc ça passe un petit peu mieux. Le risque du semoir à disque, c'est que certaines fois, il peut amener les pailles dans le fond de la raie de semis et il peut pincer les pailles et ça peut être des fois un petit peu gênant et faire que ça se dessèche beaucoup plus vite. Voilà. Et on peut avoir une concurrence après d'eau aussi entre la paille qui est là-dedans, ça va tirer de l'eau aussi également. Mais le saumon à dents est quand même un outil qui amène un plus, à mon sens. Eh bien, écoute, Bruno, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Donc, à moins J'ai qu'il y ait été un clair. point. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, et du coup, on va passer à l'idée reçue numéro 3. Les couverts, ça ne remplace pas un bon engrais avec Patrice. Ah, Patrice. J'étais bon dans le timing. Je le fais en Oui, 5 minutes. bonjour. Patrice Meilleux de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Donc les couverts, ça ne remplace pas un bon engrais. Alors selon le sondage, c'est pas une question, c'est pas une idée reçue trop Trop poussée. fréquente. Donc Ouais. ouais. Notre réponse, c'est qu'en fait, c'est complémentaire. Bon, moi, j'ai pas mis ça au départ, mais Céline m'a puni. Moi, j'avais dit que ça rend l'urée, c'était quand même génial, quoi. Bon. Alors, les couverts peuvent être de très bons engrais, oui. Ils sont plus complets que des fertilisants minéraux, mais par contre, ils demandent une gestion plus fine pour être efficace. On peut très bien avoir des couverts qui peuvent jouer le rôle d'engrais, mais il s'agit d'avoir une réflexion en amont pour que pour que ces couverts jouent un rôle d'engrais. Si tu veux bien dérouler. Donc, en quoi est-ce que les couverts peuvent être un engrais? Ça peut être un engrais azoté. Ça a été dit un petit peu avant dans les bénéfices de nos couverts, hein. Bah, parce que déjà, si on choisit bien son couvert, ça peut être une bonne pompe à azote. C'était nos fameux SIPAN, des zones vulnérables à l'époque, hein. Et donc le SIPAN, c'est pour limiter la perte d'azote. Mais limiter la perte d'azote, eh ben, c'est essayer de garder de l'azote sur la parcelle, l'azote qu'on avait déjà dans le sol. Et donc cet azote, c'est bien valorisable par la culture suivante si on se débrouille bien. Donc ça permettrait de limiter déjà les pertes d'azote, donc d'en conserver un peu plus. On peut aussi voir le couvert, avec un couvert riche en légumineuses, et ben là, on va être capable de produire plus d'azote qu'il n'y en avait dans le système à l'initial, hein, en captant l'azote de l'air. Donc là, on va introduire de l'azote supplémentaire. Donc au niveau azoté, les couverts peuvent être au top là-dessus. Alors c'est aussi un fertilisant complet, le couvert, parce que j'ai parlé d'azote, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments fertilisants dans le couvert, hein, que ce soit PK, mais tous les oligo-éléments. D'une part, parce que le couvert en place va capter ces éléments-là, donc on va éviter leur lessivage, leur ruissellement, voilà. On peut aussi imaginer, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, que le couvert va être capable d'aller chercher des éléments plus en profondeur ou est capable de mieux extraire les éléments du sol qu'une culture ne serait capable de le faire, et donc de les remettre dans le cycle, de, le cycle biologique de la parcelle. Et donc ça pourra servir à la culture suivante ou aux cultures suivantes, parce que là, il faut se placer sur du pluriannuel. Là, il faut mettre un petit bémol, hein, c'est que le couvert ne va pas faire de miracle, hein. C'est-à-dire que si je n'ai rien, bah, le couvert ne donnera rien et il ne va pas introduire des éléments dans la parcelle. D'accord? Euh, donc c'est important de bien s'imaginer que si on est sur un sol qui fonctionne bien d'un point de vue biologique, qui est fertile, le couvert fonctionnera d'autant mieux et il marchera d'autant mieux en termes d'engrais, entre guillemets, quoi. Et pour réussir ça, eh bien, il faut évidemment faire un bon choix de couvert, que ce soit pour les pompes à azote, que ce soit pour produire de l'azote à partir des légumineuses, ou que ce soit pour puiser les autres éléments fertilisants dans le sol. Et puis, il faut réfléchir aussi donc à la destruction.
parce que la date de destruction, le moyen de destruction, ben, ça va faire que les cycles vont être plus ou moins rapides et donc libérer plus ou moins les éléments de façon efficace pour la culture suivante. Sachant que le couvert agit sur beaucoup d'autres points, hein, c'est-à-dire qu'il agit comme engrais, mais il agit sur les facteurs de fertilité. Donc c'est parfois difficile de séparer le côté engrais du côté fertilité globale de la parcelle. Ici, là, par exemple, je vous ai mis à l'écran un essai qu'on avait cette année hein, dans les Pyrénées-Atlantiques sur Montaut, donc des limons profonds avec un précédent maïs et une culture suivante qui sera du maïs. Un couvert de févrole d'hiver et de radis asiatiques au radis chinois, hein, 5 kg et 120 kg, qui a été semé le 10 novembre et déchaumé le 23 avril 2025. Et vous voyez ici, alors, il faut bien sûr utiliser Merci, hein, ce super outil qui nous permet d'évaluer la biomasse et la restitution des couverts. Hein. C'est un outil indispensable pour avoir une idée de ce que peut amener le couvert. Donc vous avez là un couvert de 3 tonnes 9 qui a piégé 145 unités et qui est capable d'en restituer 76. Et vous voyez que l'outil Merci nous permet de dire que a priori, il y aurait 38 kilos libérés dans les 30 jours, 15 kilos à 60, etc. Et on a fait donc un petit essai maïs avec des bandes azotées différents, hein, à droite, sur un maïs semé début mai, avec l'agriculteur, sa référence agri, qui a fait 160, qui amène 160 unités d'azote. Il a fait à peu près 95-96 quintaux, une réduction, donc on a réduit de 50, plus de 50 unités, 50 unités pardon, l'azote amené, hein, l'urée, et puis un témoin à zéro. L'objectif était de voir ce que le couvert peut amener. Alors on a une petite différence de rendement. L'objectif était de voir ce que le couvert peut m'amener. Alors, ce n'est pas une science exacte, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que peut-être quand on amène de l'urée, on gère un peu mieux la vitesse de libération de cette urée. Par contre, quand on est sur du vivant, eh bien, cette libération de l'azote, alors ici c'est une févrole févrole radis qui a été déchaumée et enfouie, mais on peut se poser des questions sur la vitesse de libération de cet azote pour ma culture suivante. Et c'est un peu la difficulté parfois que l'on peut avoir sur le couvert en tant que gestion. Mais en tout cas, on voit qu'on peut utiliser ça. Ça, c'est un essai un peu plus vieux, mais tout de même intéressant, que nous avons mené en 2016 sur la bastide Montrégeau, sur des limons bâtons à l'approche du Gave. On était avec un précédent maïs et une culture suivante qui est toujours du maïs, où on a comparé trois couverts, entre guillemets, un couvert multi-espèces, hein, vous avez la composition là, un couvert monospécifique à base d'orge et du sol nu. Donc on a fait les pesées Merci, et derrière on a regardé deux modalités azotées, soit du zéro azote, voilà, c'est notre témoin, soit un seul apport d'azote de 175 kg. Et vous avez donc en bas là, les rendements. Hein. Du sol nu, on a fait environ 20 quintaux. Et puis sur orge et multi-espèces, on approche des 60 quintaux pour la partie zéro azote. Donc ici, la seule différence entre le sol nu et puis les deux autres couverts, c'est vraiment l'apport fait par le couvert, qui est l'apport à la fois azote et oligo-éléments, mais aussi fertilité du sol sur tout ce que le couvert peut amener d'autre. Hein. Donc là, on a bien une différence de plus de 40 quintaux liée à la présence des couverts. Et par contre, si on met les 175 unités d'azote, et là, on voit que la différence entre sol nu, orge et multi-espèces nous donne le même rendement. On n'a pas de différence, c'est parce que là, l'azote n'est plus du tout limitant et on a gommé les effets du couvert. Sur cet essai, on a suivi l'azote du sol. Donc sur le graphe du haut, c'est sur l'horizon 0,30 sur les bandes 0 azote. La courbe bleue, c'est le sol nu. Et vous voyez que la libération d'azote, on monte à 20 kg à un moment. Mais par contre, là où on a mis de l'orge et le mélange multi-espèces, on peut monter jusqu'à 40-50 kg d'azote dans le sol. Et quand on a le couvert plurispécifique, on voit même que cette libération d'azote se prolonge même au-delà, plus longtemps que celle sur l'orge.
A contrario, si on regarde sur la bande 0,30, mais cette fois-ci avec une fertilisation à 175 unités, on voit très bien le pic lié à l'apport d'azote de l'urée qui a été au 20 juin. Là, on voit que là, on a le pic de l'azote dans le sol qui monte, mais qui monte un peu plus pour la partie orge et multi-espèces. Donc, on a bien un effet découvert en termes de fertilisation qui est très intéressant. On ne note pas toujours parce que on n'est pas toujours limité en termes d'azote, donc on a tendance à gommer ces résultats, mais ça montre qu'il y a un enjeu fort là-dessus, parce qu'on dit que les couverts, ça coûte cher. Un des moyens comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, de réduire un peu cet effet ça coûte cher, c'est de bien valoriser ce que les couverts peuvent amener en termes d'engrais. Eh ben, merci Patrice. Alors, il y a plusieurs questions, remarques dans la conversation. Donc, Oui. une première, c'est comment estimer la quantité d'azote injectée dans le système grâce à la présence des légumineuses versus l'azote déjà présent dans le système recyclé? Est-ce qu'il existe des références chiffrées qui permettraient d'apporter ces éléments aux agriculteurs pour appuyer la plus-value du couvert? C'est une bonne question. Je pense que il faut Merci de toujours l'avoir commencer comme posé. ça, non? Ouais. Des références de minéralisation d'un sol, il en existe, hein, puisque tous les outils de gestion de l'azote se basent sur une minéralisation donnée pour un type de sol. Donc on peut imaginer qu'on connaît à peu près cette minéralisation-là. Et après, en utilisant le couvert et la méthode Merci avec l'azote, qui évalue l'azote qu'amènerait ce couvert, on peut éventuellement faire un différentiel. Sinon, oui, comme le dit Sébastien, c'est de faire un essai et un comparatif sur le terrain de couverts purs sans légumineuses et des couverts avec légumineuses, et même aller jusqu'à la bande 0 azote, qui nous permet de bien noter, comme dans le dernier essai, là, de bien noter la différence entre ce qui est amené par le sol, ce qui est amené par un couvert sans légumineuses et un couvert avec légumineuses. Eh ben, merci Patrice. Alors effectivement, il y a aussi eu des éléments de réponse, comme tu l'as dit dans la conversation. Donc il y a eu aussi une remarque sur le couvert peut-il apporter de la matière fraîche et énergie pour les micro-organismes du sol? Donc il y a eu une réponse positive. Voilà, si tu voulais compléter Oui, éventuellement. mais ça c'est important, c'est parce que essayer de juste sortir le couvert comme élément fertilisant, c'est intéressant, mais en fait, comme le couvert amène beaucoup d'autres choses, là tout à l'heure je dis c'est l'effet azote, mais en fait c'est pas que l'effet azote, il y a plein d'autres effets qui jouent en même temps sur la fertilité, sur la structure, etc. Ce qui fait que la culture suivante peut se comporter bien mieux, et ce n'est pas forcément que lié à la partie azote ou PK. Donc il y a tous les autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'une fertilisation du couvert, donc fertilisation PK et CAO, pourrait permettre d'avoir plus de restitution d'azote pour la culture suivante? Alors, si la fertilisation PK-CAO permet au couvert de mieux se développer et d'avoir une meilleure biomasse, oui. Si en fait c'est des éléments qui ne sont pas limitants, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Ok. Et une autre question, est-ce qu'on peut anticiper sur le couvert la fumure de fond de la culture principale? La fumure de fond, c'est une fumure de fond, donc c'est pas forcément ce que j'apporte qui va être utilisé l'année même, donc oui. Après, ça dépend sous quelle forme on apporte, donc on peut toujours anticiper, oui. Ok, et après, merci Patrice. Il y a aussi effectivement des réponses complémentaires, hein, voilà, des avis dans la conversation, donc je vous laisse en prendre connaissance. Et on va pouvoir passer à l'idée reçue suivante. Donc on reste dans le sol, parce on a pas mal parlé de sol, et donc on va donner la parole à Céline Guillemin. Pour l'idée reçue numéro 4, le couvert, un super décompacteur. Bonjour.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Céline Guillemin, je suis conseillère à la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. Je vais vous parler d'une idée reçue qu'on entend souvent, donc le couvert, un super décompacteur. Donc, on entend souvent dire que les couverts végétaux décompactent le sol grâce à leurs racines. C'est vrai, mais pas totalement. En réalité, leur effet sur la structure du sol est plus subtil et va dépendre de plusieurs facteurs. Mais concrètement, les racines réagissent comment les racines vont réagir face à une zone compactée. Donc, les racines colonisent d'abord les zones non compactes, hein, elles sont assez feignantes. Si elles rencontrent une zone plus dure, elles vont emprunter les galeries de vers de terre pour descendre en profondeur ou par des fissurations déjà présentes. Mais en aucun cas, elles vont pouvoir traverser une semelle de labour ou une zone de tassement profond. Donc, même si le couvert ne décompacte pas vraiment un sol compacté, son implantation apporte une vraie dynamique structurale sur le sol. Donc, d'abord, il va contribuer à améliorer la stabilité structurale, donc sur le moyen terme. Donc, enchaîner le couvert sur plusieurs années va permettre d'augmenter la matière organique, donc ce qui favorise une meilleure structure du sol. Ensuite, le couvert stimule l'activité biologique. Donc, les exudats racinaires nourrissent la vie du sol, donc les vers de terre, les micro-organismes, qui vont assurer le brassage et l'aération du profil. Le couvert protège aussi contre l'abattance et l'érosion, donc comme il agit comme une couverture naturelle qui va limiter l'impact des pluies à la surface du sol. Enfin, il préserve la porosité et la portance. Donc, son système racinaire forme un maillage qui favorise l'aération et contribue à maintenir une bonne structure. Donc, en résumé, le couvert végétal est un véritable partenaire pour améliorer la qualité du sol, mais il ne remplace pas les outils mécaniques quand il s'agit de corriger une compaction profonde. Donc, pour utiliser un couvert comme décompacteur, il faut d'abord identifier la zone de compaction. Donc, pour ça, on peut faire un profil ou un test bêche, plus simplement. L'objectif est de savoir à quelle profondeur se situe la zone tassée et quelle épaisseur, sur quelle épaisseur c'est compacté. Donc, pour pouvoir utiliser le bon outil et à passer avant d'implanter le couvert. Donc ensuite, il est essentiel de choisir des espèces complémentaires dans le mélange de couverts, donc des espèces à racines pivotantes, donc comme les crucifères par exemple, qui vont avoir une action structurante en profondeur. Des graminées avec un système racinaire, lui, qui est fasciculé, donc qui va former un maillage en surface, et associer des légumineuses qui vont stimuler donc l'activité biologique du sol. Grâce à leurs exudats riches en sucre qui vont être facilement assimilables par les micro-organismes. Donc, il faut surtout garder en tête qu'un sol dégradé ou compacté ne répare pas un sol, qu'un sol dégradé ou compacté ne va pas se réparer en une seule année. Il va falloir faire preuve de patience. Donc, on va voir un exemple de sol qui présente une zone de compaction. Donc là, c'est un sol, donc sur la photo, un sol du Tarn-et-Garonne, donc où on a implanté un maïs en semi-direct. Avant, il y avait un couvert de févrole, pois et avoine. Donc, on voit que sur les premiers centimètres du sol, on observe une structure grumeleuse, bien aérée, donc qui a été idéale pour le lit de semences. Mais en descendant à environ 15 centimètres, on repère une zone de compaction assez nette, qui fait environ 10 à 15 cm. Donc là, les racines, au lieu de descendre, elles s'arrêtent et se développent à l'horizontale. Donc, ce qui montre clairement une résistance. Juste en dessous, on distingue une bande plus sombre, également de 10-15 cm, qui témoigne la présence de matière organique et d'activité biologique. On y voit notamment les vers de terre, donc c'est ce qui est entouré en rond, parce que c'est assez trop petit, vous ne pouvez pas les voir, vous. Et ensuite, en profondeur, on retrouve une bonne structure de sol. Donc le signe d'un potentiel, que le potentiel agronomique est là, mais qu'il est freiné par la zone de tassement intermédiaire.
Donc, quels conseils on pourrait donner dans ce type de cas? Donc, dans ce cas, donc, on a vu que l'activité biologique des couverts n'ont pas suffi à corriger la compaction. Donc, une intervention mécanique est nécessaire avant d'implanter un nouveau couvert. Il aurait fallu faire un travail du sol avant l'implantation du maïs, au lieu de le semer en direct, mais bon, le profil n'avait pas été fait à ce moment-là. D'où l'importance de toujours aller observer son sol. Donc, dans ce type de sol, donc, ce sont des alluvions. On peut envisager un mélange de couverts pour miser sur la complémentarité des systèmes racinaires. Donc moi, par exemple, pour cet agriculteur, j'aurais proposé févrole, radis, seigle, donc à peu près 120 kg de févrole, donc la légumineuse qui va stimuler l'activité biologique, qui a également une racine pivot. Environ 3 kg hectares de radis, donc une racine assez pivotante, une racine pivotante qui va être capable d'explorer les couches profondes, et 30 kg hectares de seigle fourragé qui a un système racinaire fasciculé pour former le maillage dense en surface. Donc, ce type de mélange permettra d'agir à différents niveaux du sol, va favoriser la vie biologique et une structuration progressive du profil, sans oublier donc d'y associer une action mécanique en amont. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Eh ben, merci Céline. Alors écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la conversation. Voilà, donc on va attendre quelques secondes s'il y en a une qui arrive. Et merci pour la présentation et l'exemple effectivement qui illustre bien les problèmes de compaction sur sol et donc là où on va avoir le couvert qui va agir comme un partenaire de l'action mécanique. Eh ben, je ne vois pas de questions arriver. Donc tu as été très clair. Après, c'est vrai que ça ne faisait pas partie non plus des idées reçues qui étaient ressorties majoritairement comme rencontrées par les conseillers. Donc, on va pouvoir passer à la question suivante. Oui, non, je regardais, il n'y avait pas de nouvelles questions. Là, on va être plutôt focalisé sur la viticulture, justement, sur la question des couverts spontanés ou semés. Est-ce qu'au final, c'est pareil? On peut partager l'écran, du coup, Céline? Oui, je pense que oui. Bonjour à tous. Donc, pour nous présenter, on travaille toutes les deux à la Chambre d'agriculture de la Gironde. On a des missions d'expérimentation et aussi d'animation auprès des viticulteurs principalement. Donc, moi, c'est Violette Aurel. Et moi, Léna Massé, du coup. Et aujourd'hui, donc, on va traiter l'idée en vigne, des couverts spontanés ou des couverts semés. Au final, est-ce que c'est pareil? Donc en vigne, la gestion des sols, elle consiste à choisir et ou à combiner des pratiques qui sont complémentaires dans l'espace et dans le temps, parmi donc le désherbage qui peut être mécanique ou chimique, et le maintien de couverts végétaux qui, eux, peuvent être spontanés ou semés et qui ne vont pas forcément apporter les mêmes choses. Donc on peut citer plusieurs intérêts et plusieurs contraintes à chacune de ces pratiques. Les services qu'on voit à la fois pour les couverts semés et pour les couverts spontanés, ils ont déjà pas mal été décrits dans les premières idées, donc la structure, la porosité et quelque chose de spécifique en viticulteur qui est la portance du sol, qui permet en fait de rentrer avec des tracteurs quand les sols reçoivent beaucoup de pluie. L'enrichissement en matière organique, de constituer un habitat pour la faune du sol, tous ces services sont apportés par les racines des couverts, qu'ils soient semés ou spontanés. Ce qu'on peut voir en plus aux couverts semés, c'est qu'ils généralement fournissent une quantité de biomasse qui est plus importante. Ils permettent aussi de maîtriser des adventices qui sont indésirables, des fiendants, des raies gras, des espèces qui sont plutôt concurrentielles. Et si la gestion du couvert est adaptée dans l'espace et dans le temps, on va aussi avoir un service de maîtriser la concurrence du couvert par rapport à la vigne, la concurrence pour les ressources en eau et en azote. Du côté des couverts spontanés, en général, on a une diversité en espèces qui est plus importante, des espèces locales qui sont adaptées au terroir, qui vont pouvoir émerger, là où un couvert semé a généralement justement quelques espèces choisies. En termes maintenant de contraintes qu'on peut voir par rapport au couvert, on a les phénomènes de gel printanier qui sont récurrents sur certains vignobles. Et donc, en présence de couverts, notamment si leur gestion est faite par destruction la veille du gel, on va avoir une augmentation des impacts du gel sur la vigne.
que le couvert soit semé ou spontané. Et ensuite, en termes de contraintes, bon, sans doute, le couvert semé va représenter un certain coût et un coût d'implantation pour les graines, pour le semis et pour la destruction. Et une certaine technique à maîtriser, ça a déjà été décrit dans les premières interventions, là où le couvert spontané demande simplement des tontes et du coup un petit peu moins de technicité. En revanche, le couvert spontané, lui, peut s'avérer monospécifique avec des espèces qui peuvent accroître la concurrence pour l'eau et pour l'azote. C'est ce qu'on verra dans l'exemple suivant. Comment s'y prendre dans tout ça? Quel itinéraire technique adopter pour faire son choix de pratique? Déjà, les premières questions à se poser, ça va être de regarder sur quelle densité de plantation on se trouve, un terrain large ou étroit, quelle est la vigueur de la vigne en fonction de notre porte-greffe, et quelle est la réserve utile de notre sol. Tous ces paramètres, en fait, vont jouer sur le partage de ressources entre le couvert et la vigne. Donc, on va chercher à déterminer la gestion de l'enherbement pour maximiser les services qui peuvent être apportés par la couverture végétale, tout en assurant un niveau de production qui soit correct et qui corresponde aux objectifs de rendement. Donc, on va devoir choisir dans l'espace et dans le temps comment on implante nos couverts, avec le choix de l'enherbement sur certains interrants, sur tous les interrants, sous le rang ou non. Et dans le temps, en fonction de la dynamique de prélèvement des ressources, que ce soit pour l'eau ou pour les nutriments, la gestion du couvert va aussi être choisie, adaptée au moment clé de prélèvement par la vigne. Ce qui va nous permettre de choisir les espèces qu'on va semer et comment on va les entretenir par la suite, par roulage, par broyage, précoce ou non, et aussi adapter la gestion des tontes. Je laisse Léna continuer avec l'exemple. Donc, pour illustrer un peu les propos de Violette, je vais vous présenter un exemple concret d'une parcelle sur laquelle a été mis en place un couvert semé avec pour objectif de maîtriser des adventices concurrentiels. Donc, on se place dans l'entre-deux-mer, en fait, donc sur une parcelle qui est historiquement gérée au niveau des interrants avec des tontes assez fréquentes et assez rases d'un enherbement naturel qui est plutôt ancien. Et en fait, cette gestion un petit peu intensive, au fil des années, a entraîné une sélection de certaines espèces vivaces qui peuvent être concurrentielles vis-à-vis de la vigne. Parmi elles, on peut citer par exemple la porcelle enracinée. Et en fait, ces vivaces, elles ont la capacité en fait de survivre dans le sol et se maintenir et se reproduire grâce à leurs organes souterrains. Et elles peuvent être concurrentielles pour l'accès aux ressources, mais aussi pour l'accès à l'eau. Et donc, ce qui a été fait dans ce cas, c'est la mise en place d'un nouvel itinéraire où on a introduit un couvert semé, donc un interrant sur deux. Donc, comme le disait Violette, là, c'est le choix qui se fait au début selon les objectifs. Donc, on peut le faire un interrant sur deux, puis alterner au fil des années l'interrant semé. Et aussi réduire du coup les tontes au niveau de l'enherbement naturel pour limiter cette sélection des espèces concurrentielles. Oui, au niveau des espèces choisies, on s'est tourné vers des espèces qui ont un développement plutôt rapide et qui vont produire beaucoup de biomasse, qui vont avoir un effet très couvrant, qui va permettre de limiter le développement des adventices. Donc, on peut citer parmi ces espèces l'avoine, le seigle et aussi donc des légumineuses comme la vesse et le trèfle incarnat qui sont plutôt couvrants au niveau du sol et qui peuvent aussi, donc pour certaines graminées, avoir un effet allélopathique, donc un effet un petit peu suppressif, dépressif de ces adventices en limitant en fait leur croissance. Et cet effet, il peut être amplifié notamment par le choix de destruction qui va être fait. Donc dans ce cas, on s'est tourné plutôt vers du roulage qui va permettre donc de créer un paillage et les pailles de ces graminées va permettre de poursuivre un petit peu cet effet de limitation du salissement de la parcelle en étouffant un petit peu les espèces vivaces concurrentielles. Donc finalement, en fonction des objectifs que l'on a et des problématiques sur la parcelle, ça peut être pertinent en effet de mettre en place un couvert semé
et d'adapter sa gestion en fonction de la problématique. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Eh ben, merci Voilà. Violette et Léna. Alors, il y a une question, mais vous avez en partie répondu avec le dernier exemple. Hein. C'est effectivement en 10 services découverts spontanés, on aurait aussi les risques de ressemis et le développement des vivaces. Oui, pardon, je reviens sur le... Effectivement, ouais, sur les couverts spontanés, ce qui peut arriver, c'est que du coup, notamment sous le rang, enfin, on puisse avoir, en fait, c'est peut-être un petit peu commun aux deux, le fait que les plantes se ressèment, ce qui du coup nécessite une capacité d'observation de la parcelle un peu permanente et d'adapter vraiment en fonction de la saison et du niveau d'implantation des adventices, son itinéraire de gestion, que ce soit dans l'interrang ou sous le rang, selon le niveau de salissement, venir aussi en saison intervenir au bon moment. Et développement des vivaces, oui, c'est un petit peu ce qui est illustré par Léna, c'est le fait de tondre souvent au même endroit, avec des tontes en plus quand elles sont vraiment rasantes. Finalement, les espèces qui sont sélectionnées, c'est celles qui peuvent avoir un système végétatif qui se développe de manière végétative, avec des stolons, avec des espèces qui font des rosettes, et qui, même si on vient les tondre, vont garder leur système végétatif et pouvoir se reproduire. Et souvent, c'est celles qui vont aller pomper de l'eau, faire une grosse matière végétale qui demande de pomper quand même pas mal de ressources. Eh ben, merci. Écoute, il n'y a pas d'autres questions dans la conversation. Donc, on a des reçus traités dans ce webinaire. Donc, dans le domaine des adventices, justement, puisque un couvert, idée reçue nouvelle, ça limite les adventices. Ah, alors, il y a une question aussi qui est arrivée. Est-ce qu'on peut espérer par découvert type légumineuse apporter de l'azote organique à court terme et ou à long terme? Donc, je suppose que peut-être pour les couverts spontanés, j'imagine que c'était la question, Bruno. J'aurais pensé couverts semés. De toute façon, ça revient un peu au même. Ce qui va changer, c'est la biomasse produite, peut-être. Si on sème, on aura quand même plus de biomasse. Et sur le court terme, long terme, peut-être une fois de méthode de destruction, si on broie... Couverts semés, oui. La question, c'était sur les couverts semés. Si on broie plus finement et qu'on enfouit sur tout le couvert, on va permettre une minéralisation plus rapide et donc une disponibilité en azote plus rapide pour la vigne. Voilà. Merci. Du coup, là, je laisse la parole à Alexandre pour la dernière idée reçue. Oui, merci Céline. Donc moi, je suis Alexandre Tricher, je suis conseiller technique grande culture à Bio-Nouvelle-Aquitaine, basé sur la Vienne et les Deux-Sèvres. Et donc effectivement, je vais vous parler d'idées reçues. Un couvert, ça limite les adventices. Et donc, je vais vous faire un peu une réponse normand et en répondant oui et non. Alors oui, le couvert le couvert peut limiter la présence d'adventices pendant la période d'interculture. Donc là, c'est illustré par deux photos prises cet automne. Donc à gauche, vous avez un couvert multi-espèces qui a été semé en direct dans des chaumes de petit épeautre au 15 juillet et qui a reçu 50 mm de pluie 2 jours après le semis. Et à droite, vous avez une moutarde Phacelis semée le 20 juillet. On a fait des mesures en octobre 2025. Donc, vous voyez que le couvert de gauche multi-espèces atteint à peu près 1 tonne de matière sèche par hectare pour une biomasse d'adventices de 0,4 tonnes de matière sèche hectare. Et dans le couvert de droite, donc principalement composé de moutarde, la facélie était peu présente, on le voit bien sur la photo. Le couvert atteint 3 tonnes de matière sèche par hectare et les adventices 0,2 tonnes de matière sèche par hectare. Donc on voit bien qu'il y a un effet, une corrélation négative qui s'effectue entre la biomasse du couvert et la biomasse adventice. Donc autrement dit, plus la biomasse du couvert est importante, plus la biomasse des adventices est faible. Tu peux revenir sur la diapo précédente, ouais, excuse-moi, c'est mieux. Du coup, il y avait une autre idée reçue là aussi que je voulais illustrer via ces deux photos.
Donc on peut avoir un couvert multi-espèces en fait qui peut faire peu de matière sèche et qui peut être moins suppressif en fait vis-à-vis des adventices comparé à un couvert qui peut être là ici sur la photo de droite quasiment monoespèce et qui peut produire beaucoup de biomasse en peu de temps. Donc vous voyez que les deux couverts ont été semés à peu près à la même date et on a des biomasses du simple au triple. Donc voilà. Donc casser aussi cette idée reçue que entre un couvert multi-espèces et un couvert monoespèce, on peut très bien avoir un effet suppressif très intéressant sur les adventices avec un couvert monoespèce. Voilà. Même si je dis pas forcément qu'il faut faire que du monoespèce, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu. Donc voilà, donc ça c'est pour illustrer l'aspect biomasse. Donc effectivement, comme je le disais, il existe une relation négative entre la biomasse du couvert et la biomasse adventice, mais le niveau de suppression va dépendre d'un grand nombre de facteurs. Donc là, vous avez une petite image issue d'une publication de Guillaume Adeux qui vous représente un peu l'interaction entre les caractéristiques des espèces de couvert, des espèces d'adventices et de l'état du milieu. En effet, en fait, on observe que il y a un effet du couvert sur la suppression des adventices pendant l'interculture, mais par contre, il y a peu d'effet de ce couvert dans la culture suivante. Pourquoi? Parce que les conditions pédoclimatiques et les pratiques agricoles sont des filtres très importants qui vont en fait réinduire des germinations des espèces adventices et qui vont un peu inhiber cet aspect du couvert qu'il aurait pu avoir en interculture. Donc ces pratiques, notamment les pratiques de désherbage et de travail du sol. Et puis l'autre aspect important, c'est qu'entre la période d'interculture et la période de culture, on est sur deux périodes différentes, avec des adventices qui vont être elles aussi bien différentes. Donc en fait, l'aspect à rechercher aussi sur les caractéristiques des espèces de couverts, c'est un peu la captation des ressources. En fait, en fonction des adventices problématiques que l'on veut un peu contrôler pendant la période d'interculture, ça va conditionner un peu le choix des espèces de couverts. Donc là, par exemple, sur l'image que je vous montrais avant, sur une moutarde qui a 3 tonnes de matière sèche, elle a déjà capté, d'après la pesée Merci, 85 unités d'azote, comparé au couvert multi-espèces qui était à 1 tonne, qui était sur une captation d'azote de 40 unités. Donc par exemple, si on a un problème régras pendant l'interculture, qui est une plante acide-nitrophile, on voit bien que la moutarde, en tout cas les crucifères, vont avoir une capacité à capter l'azote et à produire de la biomasse rapidement intéressante vis-à-vis du contrôle du régras. Même si on peut avoir dans des situations en moutarde où on peut se faire dépasser avec le régras. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième chose. Tu peux passer à la diapo suivante, Céline. Donc là, un petit graphe toujours issu de la publication de Guillaume Adeux. Donc du coup, à gauche, vous avez un petit graphique qui vous montre bien la relation, encore une fois, négative qui existe entre la biomasse adventice et la biomasse du couvert. Mais aussi, si vous pouvez voir le petit carré violet là, qui est encadré, il n'y a pas que l'effet biomasse qui rentre en ligne de compte, il y a aussi la rapidité d'installation du couvert, la capacité d'absorption de l'azote et potentiellement aussi des effets allélopathiques qui peuvent faire que dans les conditions de cet essai-là, la moutarde a été plus compétitive et répressive à de faibles niveaux de biomasse. Donc là, pour vous illustrer, je vous mets en photo une autre photo de couvert, d'un couvert de moutarde blanche févrole. Donc pareil, la févrole est peu présente, on a surtout une expression de la moutarde qui est à 0,5 tonnes de matière sèche par hectare sur une pesée du 29 octobre et qui a un niveau d'adventice de 0,1 tonne de matière sèche par hectare. Donc vous voyez qu'on a un couvert qui est peu développé en biomasse, mais finalement avec une présence d'adventice très peu présente. Donc voilà, donc ça vient aussi un peu contrebalancer cette idée reçue que plus on a de biomasse, moins on a d'adventice. Là, on a l'image parfaite d'un couvert semé au 3 septembre avec peu de biomasse et qui est très répressif au niveau des adventices. Donc l'autre aspect important aussi qui peut jouer sur les couverts, tout à l'heure sur la première photo que je vous montrais, il y a un couvert qui a été semé en direct. Et donc effectivement, semé en direct dans les chaumes, on a peu de perturbation du sol. Donc là, l'image de gauche, multi-espèces, finalement, on a un couvert qui a 1 tonne de matière sèche par hectare, mais qui a quand même une présence d'adventice limitée
et en fait, en partie dû à la modalité de semis, donc un semis en direct dans les chaumes avec peu de perturbation du sol, donc on réinduit effectivement peu de germination d'adventices, comparé à un couvert avec implantation, on pourrait imaginer un ou deux déchômages, par exemple, dans des situations en agriculture biologique, un ou deux déchômages pour un peu faire du déstockage, puis un semis de couvert. Et donc là, en fait, l'effet déchômage et l'effet modalité de semis, par exemple, au combiné de semis, peut réinduire des germinations au semis du couvert végétal. Voilà. Bah, tu peux passer à la dernière diapo si tu veux, Sadouni. Donc du coup, à retenir, bah, effectivement, un effet intéressant sur les adventices, hein, notamment sur une compétition vis-à-vis des ressources, donc, que peuvent être la lumière, l'eau, mais aussi l'azote, une limitation de la biomasse et une réduction de la germination. Donc en fait, toujours d'après la même étude de Guillaume Adeux, donc sur 17 ans, sur un essai de 17 ans d'interculture, ils ont observé que l'effet du couvert végétal sur la grainaison des adventices pouvait avoir un effet à long terme. Donc, autrement dit, la pratique des couverts en interculture permet de limiter la grainaison de certaines espèces d'adventices. Et à l'échelle du système, bah, les couverts, c'est ce qu'on vient de voir, hein, ne sont pas une solution miracle, ils ne permettent pas de réguler totalement les adventices dans la culture suivante. Et ils sont à combiner avec d'autres leviers, donc de travail du sol, rotation et désherbage mécanique. Et enfin, il y a des questions encore en suspens. Donc, bah, voilà, ça reprend ce que je viens de vous dire. Les couverts végétaux permettent de réguler les adventices sur une période donnée, notamment sur la période d'interculture. En revanche, cette régulation, elle a peu d'effet sur les adventices se développant dans la culture suivante, mais elle peut toutefois bénéficier à la culture en année N+1, donc qui sera semée à peu près à la même période que le couvert végétal. D'après une étude, l'analyse de données issue de 12 expérimentations systèmes en grande culture en agriculture biologique, on a observé, on suppose un effet de la durée de l'interculture. Donc autrement dit, plus l'interculture est longue, plus on a un effet en fait répressif sur les adventices dans la culture suivante. Donc ce sont que des hypothèses, hein, c'est pas ça reste inconfirmé. Donc voilà, et également l'effet allélopathique, donc qui peut expliquer dans certaines situations une faible biomasse du couvert, mais une régulation intéressante. Donc comme je pouvais vous montrer tout à l'heure avec la moutarde qui avait une faible biomasse et qui pouvait être très répressive vis-à-vis du régras, par exemple. Donc voilà ce que je voulais un peu vous montrer sur l'idée reçue sur un couvert, ça limite les adventices. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci, merci Alexandre. Alors oui, il y a effectivement une question. Je voulais aussi, j'en profite pour préciser qu'il y a tout un webinaire Adoptae qui avait été organisé en 2023 sur cette question de la régulation des adventices avec Stéphane Cordeau. Donc vous pouvez le retrouver sur la page des webinaires Adoptae, c'est le numéro 3. Et donc, il y a une question, est-ce que pour lutter contre le salissement, la densité du semis du couvert est un levier efficace au-delà de la notion de biomasse seule? Alors, donc c'est pas aussi net, mais effectivement, dans certains essais, on voit que plus on augmente la densité au mètre carré du nombre de graines, plus on a de chances d'avoir un couvert qui peut s'installer rapidement. Et donc du coup, effectivement, d'avoir un effet densité de semis. Donc faut densité de semis par rapport à la seule biomasse. Et en fait, là où je voulais revenir aussi, c'est sur les couverts multi-espèces. On peut avoir des densités en fait en multi-espèces très fortes, mais induire aussi une compétition assez forte entre les espèces du couvert, qui fait qu'on peut avoir une compétition au sein du couvert au détriment de la suppression des adventices. Donc c'est là où je reviens un peu sur le choix des espèces est bien déterminé en fonction des adventices qu'on veut contrôler pendant la période d'interculture. Merci Alexandre. Je ne vois pas d'autres questions. Et peut-être un petit complément en faisant le lien, parce qu'on a parlé d'un engrais azoté aussi, il y a des essais qui ont montré que fertiliser un couvert dans des situations d'adventices un peu problématiques, en fait, ça permet effectivement d'avoir une meilleure biomasse du couvert, mais on augmente aussi la biomasse des adventices. Donc voilà, donc c'est corrélé positivement et les deux espèces les adventices et les couverts captent l'azote au même niveau et font plus de biomasse dans les deux, donc c'est pas aussi net. Fertiliser un couvert pour avoir un effet plus suppressif sur les adventices, c'est pas forcément toujours une bonne idée selon la situation. Voilà.
Oui, effectivement, ouais, mais oui, vous retrouverez effectivement tous ces détails-là dans le diaporama de Stéphane Cordeau. Et merci Alexandre. Écoute, il n'y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer à la conclusion, sauf si voilà, vous pouvez aussi poser des questions sur les idées reçues précédentes, puisqu'on a un petit peu d'avance sur la fin du webinaire, si jamais vous souhaitez en savoir plus. Donc, je vous le disais, il y aura un guide donc, qui paraîtra en décembre, qui reprendra donc, les éléments présentés sous forme de fiche, une fiche recto verso sur chaque idée reçue. Donc, on en traitera 11. Donc là, vous en avez eu 6 et puis on en traitera 5 autres, dont les limaces, effectivement, qui sont une des idées reçues que vous avez citées comme particulièrement abordées. Et donc, pour conclure, le projet se termine en fait fin d'année. Donc, on a les derniers rendez-vous. Il y a une dernière journée terrain qui est organisée le 21 novembre en Charente-Vienne. Donc, le matin en Charente et l'après-midi en Vienne. Voilà, si vous voulez y participer, ce sera avec plaisir. Et puis, on vous invite tous à la journée de clôture du projet le 18 décembre pour vraiment voilà, découvrir les résultats enseignements du projet et puis s'approprier les livrables, les tester, les utiliser. Donc avec des ateliers au choix. Donc voilà, vous pouvez déjà vous préinscrire et le programme détaillé va être disponible et justement les ateliers auxquels s'inscrire dès la semaine prochaine. Et alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes vraiment trop loin de Bordeaux, vous avez la possibilité d'avoir un webinaire donc le 4 décembre à 9 h, un petit webinaire de 2 heures pour voir on va dire, les principaux, l'essentiel du projet et des éléments. Donc, ce ne sera quand même pas aussi immersif que la journée de clôture du 18 décembre. On vous remercie. Vous recevrez à la suite par mail un questionnaire d'évaluation. La mise en ligne du replay se fera très vite, d'ici fin novembre. Et le diaporama va être mis en ligne, je pense, d'ici la semaine prochaine ou même aujourd'hui si on a le temps. Merci à tous pour votre participation. Je vérifie juste, Anne-Gaëlle, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, il y a des remerciements. Merci à tous. On espère que ça. ça. Voilà, c'est ça. Merci. On vous souhaite également une bonne fin de journée. Du coup, on termine un peu en avance. Vous avez aussi les contacts des intervenants si vous voulez en savoir plus. Et puis, écoutez, on espère vous retrouver en décembre à Bordeaux. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.